Pourquoi des millions d'Ivoiriens pleurent encore Gbagbo, alors que Ouattara a transformé le pays? La réponse va vous choquer. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir bouleverse tout ce que vous pensiez savoir sur la politique ivoirienne. Laissez un like si vous voulez comprendre ce mystère, et abonnez-vous pour ne rien rater. Cette polarisation structurelle de la société ivoirienne façonne leur vision du monde politique, les obligeant à se positionner dans un conflit qui n'est pas le leur, mais qui détermine pourtant leur avenir. Certains rêvent d'une réconciliation impossible, d'une synthèse qui combinerait le meilleur des deux hommes. Mais la plupart comprennent instinctivement que cette fracture est trop profonde pour être simplement colmatée par des discours d'unité nationale. Au final, ce qui se joue en Côte d'Ivoire dépasse largement la question de savoir qui, de Gbagbo ou d'Ouattara, serait le meilleur dirigeant pour le pays. Il s'agit d'une bataille pour l'âme même de la nation. L'attachement viscéral d'une partie significative du peuple à cet homme qui incarnait leurs aspirations profondes. La jeunesse ivoirienne, majoritaire dans ce pays où l'âge médian ne dépasse pas 25 ans, hérite de cette division sans nécessairement en comprendre toutes les origines historiques. Pour beaucoup de ces jeunes, la rivalité entre les deux géants politiques appartient presque à la mythologie nationale, comme les héros fondateurs d'une épopée antique. Ils n'ont pas vécu les événements qui ont cristallisé cette opposition, n'ont pas connu les heures sombres où le pays semblait au bord du gouffre. Mais ils ont grandi dans un environnement où chaque famille, chaque quartier, chaque ethnie semblait avoir choisi son camp de manière irrévocable. Malgré les années de crise qui ont déchiré le pays pendant son règne. Pour ses partisans, il reste l'homme qui a osé défier l'establishment, qui a refusé de s'agenouiller devant les puissances étrangères, qui a payé le prix fort pour sa fierté. Son passage par les geôles internationales n'a fait que renforcer cette image de martyr, transformant ce qui aurait pu être une humiliation définitive en sacre symbolique. Quand il est revenu sur le sol ivoirien, après des années d'exil judiciaire, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues pour l'accueillir comme un prophète revenant du désert. Les scènes de liesse populaire ce jour-là ont rappelé à tous que malgré les années de pouvoir de son rival, malgré les transformations du pays, quelque chose d'essentiel demeurait inchangé. Il racontait des histoires, convoquait l'histoire du pays, établissait des parallèles avec les luttes anticoloniales, inscrivait chaque combat contemporain dans une épopée millénaire. Ses adversaires eux-mêmes reconnaissaient son talent oratoire exceptionnel, cette capacité à captiver une salle pendant des heures, sans jamais perdre l'attention de son public. Face à lui, Ouattara apparaît comme un gestionnaire compétent, mais dépourvu de cette flamme qui embrase les cœurs. Ses discours sont soigneusement préparés, truffés de statistiques et de projections économiques, mais ils ne font pas vibrer les tripes. Cette dimension émotionnelle de la politique explique pourquoi tant d'Ivoiriens continuent de défendre Gbagbo malgré les accusations qui pèsent sur lui. Ces deux parcours incarnent deux trajectoires possibles pour l'Afrique moderne. L'intégration dans le système économique mondial ou l'affirmation d'une souveraineté jalousement gardée, même au prix de l'isolement. Le peuple ivoirien se retrouve tiraillé entre ces deux visions, incapable de choisir définitivement entre la promesse de prospérité et l'exigence de dignité. Les places publiques résonnent encore des échos d'une époque révolue, où les meetings politiques ressemblaient à des fêtes populaires, où les foules se pressaient pour écouter un orateur qui savait transformer un discours politique en moment de communion collective. Gbagbo possédait ce don rare de faire rire et pleurer son auditoire dans la même phrase, de passer du registre comique, qu'importe si la réalité historique était plus nuancée. Ce qui compte désormais, c'est le symbole, l'image d'un leader qui n'avait pas peur de se salir les mains, de descendre dans la rue, de partager un repas avec les plus humbles. Le contraste entre les deux hommes ne se limite pas à leur style de gouvernance, il reflète deux conceptions radicalement différentes de ce que devrait être un président africain au XXIe siècle. D'un côté, le technocrate formé dans les meilleures écoles occidentales, rompu aux arcanes de la finance internationale, capable de négocier d'égal à égal avec les dirigeants des grandes puissances. De l'autre, le professeur d'histoire devenu tribun, forgé dans les luttes syndicales, ayant appris la politique dans les amphithéâtres universitaires et l'aimé. Cette perception d'un développement qui profite aux élites plutôt qu'au peuple alimente un ressentiment qui grandit dans l'ombre des gratte-ciel. Les jeunes diplômés sans emploi regardent les chantiers pharaoniques
et se demandent quand viendra leur tour de profiter de cette prospérité tant vantée. Les commerçants voient leur loyer exploser dans les zones rénovées, les forçant à déménager vers des quartiers moins attractifs. Les familles modestes constatent que le coût de la vie augmente plus vite que leurs revenus, transformant les promesses de développement en source d'anxiété quotidienne. Cette frustration trouve un écho particulier dans les discours de ceux qui invoquent le souvenir de Gbagbo, présenté comme l'homme qui comprenait vraiment les difficultés du peuple. Pendant ce temps, le président en fonction accumule les succès économiques qui devraient normalement lui garantir l'adhésion populaire. La croissance dépasse régulièrement les prévisions les plus optimistes, faisant de la Côte d'Ivoire un modèle de renaissance africaine après des années de chaos. Les bailleurs de fonds internationaux multiplient les éloges. Les investisseurs étrangers voient dans le pays un Eldorado émergent où tout semble possible. Les infrastructures se modernisent à une vitesse stupéfiante, transformant le visage d'un pays longtemps enlisé dans le sous-développement. Les hôpitaux se multiplient, les écoles sortent de terre, les zones rurales se connectent progressivement au réseau électrique national. Ces discours d'autrefois circulent en boucle, décortiqués, analysés, élevés au rang de prophétie. Les jeunes qui n'avaient que 5 ans lors de son départ du pouvoir le défendent aujourd'hui avec une ferveur qui surprend les observateurs. Ils n'ont pas vécu sous son administration, n'ont pas connu les années tumultueuses qui ont marqué son règne, mais ils ont hérité d'une mémoire collective qui a transfiguré l'homme en légende. Cette mythification dépasse la simple politique partisane pour toucher à quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Le besoin d'appartenir à une histoire qui fait sens, où les héros sont des hommes ordinaires devenus extraordinaires par la force de leurs convictions. Gbagbo parlait la langue du marché, celle des chauffeurs de taxi, celle des vendeuses de poissons fumés qui se lèvent avant l'aube pour nourrir leur famille. Cette différence de registre n'est pas superficielle. Elle touche à l'essence même de ce que signifie représenter un peuple. Quand Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens, il se reconnaissait dans ses expressions, dans ses gestes, dans cette manière de ponctuer ses phrases avec des proverbes que tout le monde comprenait instantanément. Les réseaux sociaux ont transformé cette nostalgie en mouvement culturel, presque en religion séculaire. Chaque jour, des milliers de publications célèbrent l'ancien président comme un martyr de la cause nationale, un homme qui aurait été crucifié pour avoir osé défier l'ordre établi. Un autre nom résonne avec une intensité troublante. Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir depuis des années, mais son spectre hante chaque débat politique, chaque conversation de comptoir, chaque rassemblement de jeunes désabusés qui cherchent un héros à leur mesure. Cette dichotomie entre la réussite matérielle et le vide affectif révèle une blessure profonde dans la psyché collective ivoirienne. Le peuple ne conteste pas les routes, les ponts, les usines qui surgissent du sol comme autant de promesses de prospérité. Ce qu'il conteste, c'est l'absence de cette chaleur humaine qui transforme un dirigeant en père de la nation. Ouattara parle le langage des économistes, des technocrates, des sommets internationaux où l'on négocie des milliards en costume 3 pièces. Dans les rues poussiéreuses d'Abidjan, une vérité s'impose avec la force d'une évidence. Le pouvoir appartient à Ouattara, mais les cœurs battent pour Gbagbo. Cette réalité paradoxale traverse la Côte d'Ivoire, comme une fracture invisible, séparant ceux qui applaudissent les chantiers de ceux qui pleurent l'âme perdue du pays. Quand le président en exercice parcourt les boulevards nouvellement asphaltés, il contemple son œuvre avec satisfaction. Les gratte-ciel poussent comme des champignons après la pluie. Les investisseurs étrangers affluent, les statistiques économiques font l'admiration des institutions internationales. Pourtant, dans les gares routières, dans les marchés grouillants, dans les quartiers populaires où la vie pulse au rythme des débrouillards, les chiffres économiques racontent une histoire de succès indéniable que même les plus fervents opposants au régime actuel ne peuvent totalement ignorer. La Côte d'Ivoire affiche des taux de croissance qui font rêver les pays voisins et suscitent l'admiration des analystes internationaux. Les exportations de cacao, de café, d'anacarde battent des records, positionnant le pays comme un acteur incontournable du commerce mondial. Les zones franches industrielles attirent des investissements massifs, créant des milliers d'emplois dans des secteurs autrefois inexistants. Le secteur bancaire se porte remarquablement bien. Les télécommunications explosent. Le numérique s'impose progressivement comme un moteur de transformation économique.
Sur tous les tableaux macroéconomiques, la Côte d'Ivoire brille, s'imposant comme un modèle de résilience après des années de turbulences. Les institutions financières internationales multiplient les rapports élogieux, vantant la sagesse des politiques mises en œuvre et la rigueur de la gestion budgétaire. Pourtant, dans les quartiers populaires d'Abidjan, dans les villages reculés du Nord, dans les zones périurbaines, où s'entassent ceux qui ont fui la misère rurale, sans trouver de salut en ville. Le discours triomphaliste sonne creux. Les habitants voient passer les convois de matériaux de construction destinés aux grands projets, admirent les publicités vantant les nouvelles infrastructures, écoutent les discours officiels célébrant les performances économiques, mais leur quotidien reste marqué par la précarité. Le chômage des jeunes atteint des proportions alarmantes, transformant des générations entières en armées de débrouillards condamnés à l'économie informelle. Les diplômés universitaires conduisent des taxis-motos, les ingénieurs vendent des vêtements importés sur les marchés, les enseignants complètent leur maigre salaire en donnant des cours particuliers jusqu'à l'épuisement. Cette contradiction entre les statistiques nationales flatteuses et la réalité vécue par les citoyens ordinaires alimente un sentiment de trahison, l'impression que le développement tant vanté profite à une minorité pendant que la majorité se débat pour survivre. Les manifestations de mécontentement se multiplient, prenant des formes diverses qui révèlent la profondeur du malaise social. Les syndicats appellent régulièrement à la grève, paralysant des secteurs entiers de l'économie pour dénoncer la cherté de la vie et la stagnation des salaires. Les étudiants descendent dans la rue pour protester contre les conditions d'études déplorables, les campus surpeuplés, l'absence de perspective après l'obtention du diplôme. Les commerçants ferment leurs boutiques pour manifester contre la fiscalité jugée écrasante et les tracasseries administratives qui compliquent leur activité. Les conducteurs de transport public bloquant les axes routiers pour exiger une baisse du prix du carburant qui grève leurs minces marges bénéficiaires. Ces mouvements protestataires traduisent une indignation croissante face à un modèle de développement perçu comme déséquilibré, privilégiant les grandes infrastructures visibles au détriment des besoins quotidiens de la population. La réponse gouvernementale alterne entre concessions ponctuelles et fermeté répressive, sans jamais s'attaquer aux causes structurelles du mécontentement. L'inflation galopante transforme chaque passage au marché en source d'angoisse pour les ménages modestes. Le prix du riz, aliment de base pour la plupart des Ivoiriens, subit des hausses vertigineuses qui obligent les familles à réviser leur alimentation. L'huile de cuisine, le poisson, la viande deviennent des produits de luxe que beaucoup ne peuvent s'offrir qu'occasionnellement. Les loyers explosent dans les quartiers desservis par les nouvelles infrastructures, chassant les populations pauvres vers des zones encore plus éloignées, encore plus insalubres. L'électricité reste irrégulière dans de nombreux quartiers, plongeant les habitants dans l'obscurité plusieurs heures par jour malgré les promesses d'approvisionnement constant. L'eau potable manque dans des zones entières, obligeant les femmes à parcourir de longues distances pour remplir leurs bidons. Les centres de santé manquent de médicaments, de personnel, d'équipements, transformant chaque maladie en épreuve potentiellement fatale pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une clinique privée. Cette accumulation de difficultés quotidiennes contraste cruellement avec les images de modernité véhiculées par la communication officielle. La corruption endémique ronge le tissu social et alimente le cynisme généralisé envers les institutions. Obtenir un document administratif nécessite souvent de graisser la patte de fonctionnaires qui transforment leur position en rente personnelle. Décrocher un emploi dans la fonction publique dépend moins des qualifications que des relations, transformant le recrutement en système népotique qui perpétue les inégalités. Les marchés publics sont attribués selon des critères opaques, enrichissant des proches du pouvoir pendant que des entrepreneurs honnêtes peinent à obtenir le moindre contrat. Les forces de l'ordre multiplient les contrôles arbitraires qui servent surtout à extorquer de l'argent aux citoyens. Cette gangrène corruptive n'épargne aucun secteur, aucun niveau de l'administration, créant un sentiment d'impuissance chez ceux qui voudraient simplement vivre honnêtement de leur travail. Les promesses de moralisation de la vie publique restent lettres mortes, enterrées sous le poids des habitudes et des intérêts particuliers de ceux qui profitent du système. Face à cette réalité désenchantée,
La nostalgie de l'ère Gbagbo s'impose comme refuge psychologique, comme espace imaginaire où les choses auraient été différentes. Peu importe que cette époque ait également connu son lot de difficultés, de scandales, de dysfonctionnements. Ce qui compte, c'est la perception d'avoir été écouté, considéré, représenté par un homme qui parlait le langage du peuple. Les partisans de l'ancien président cultivent cette mémoire sélective qui embellit le passé pour mieux critiquer le présent. Ils évoquent une proximité qui n'existe plus, une chaleur humaine disparue, une authenticité perdue dans les méandres de la technocratie moderne. Cette reconstruction mémorielle n'est pas pure invention. Elle s'appuie sur des moments réels, où Gbagbo savait effectivement créer un lien direct avec les masses, où ses discours résonnaient avec les préoccupations quotidiennes des gens ordinaires. Mais elle gomme également les aspects moins glorieux, les erreurs de gestion, les crises qui ont marqué son règne, pour ne retenir qu'une image idéalisée d'un âge d'or révolu. Les jeunes générations, confrontées à un marché du travail impitoyable et à un avenir incertain, se tournent massivement vers cette figure paternelle qu'ils n'ont pourtant jamais vraiment connue. Gbagbo devient pour eux le symbole de la résistance face à un système qui les broie, l'incarnation d'une alternative possible à un modèle de développement qui les exclut. Ils partagent compulsivement ses anciens discours sur les réseaux sociaux, créent des montages vidéo célébrant sa sagesse, transforment ses phrases en mantras politiques. Cette dévotion virtuelle compense l'absence de perspectives concrètes, offre un sens à leur colère diffuse, canalise leur frustration vers une cible identifiable. Le régime en place accusé d'avoir trahi les promesses de la révolution démocratique. Peu importe que Gbagbo lui-même appelle au calme et à la réconciliation, les lignes de démarcation qui traversent la société ivoirienne ne se dessinent pas seulement sur les cartes géographiques, elles s'inscrivent dans les consciences, structurent les identités, déterminent les allégeances politiques avec une force qui défie toutes les tentatives d'unification nationale. Le pays porte encore les stigmates de divisions anciennes que l'histoire coloniale a exacerbées et que les crises post-indépendance ont gravées dans le marbre. La distinction entre le nord musulman et le sud chrétien, schématique et réductrice, mais néanmoins opérante dans les représentations collectives, continue de façonner les perceptions politiques. Ouattara est perçu comme le champion du Nord, l'homme qui a donné à cette région longtemps marginalisée un accès au pouvoir central. Gbagbo reste l'icône du Sud, le défenseur de ceux qui voyaient dans la domination nordiste une menace existentielle pour leur propre position dans l'État. Cette bipolarisation ethno-régionale simplifie à outrance une réalité bien plus complexe, mais elle fournit un cadre interprétatif qui permet à chacun de se situer dans l'échiquier politique. Les ressentiments accumulés pendant les années de crise continuent d'empoisonner les relations entre communautés, malgré tous les discours officiels sur la réconciliation nationale. Des villages entiers gardent la mémoire de violences subies, d'humiliations endurées, de proches disparus dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Les familles déchirées par les événements peinent à reconstruire des liens brisés dans le feu de l'affrontement. Les anciens combattants des différents camps, réinsérés tant bien que mal dans la vie civile, portent en eux des traumatismes qui se réveillent au moindre rappel de cette période douloureuse. Cette mémoire blessée se transmet de génération en génération, les parents racontant à leurs enfants les injustices vécues, créant ainsi un cycle de ressentiment qui se perpétue bien au-delà des événements originels. Les tentatives de justice transitionnelle, les commissions de réconciliation, les cérémonies de pardon collectif ne parviennent pas à cicatriser des plaies trop profondes pour se refermer au simple énoncé de bonnes intentions. La question de l'ivoirité, ce concept toxique inventé pour exclure une partie de la population du jeu politique, continue de hanter le débat public même si officiellement elle a été abolie. Les populations du Nord gardent le souvenir amer d'avoir été traitées comme des citoyens de seconde zone, suspectés de n'être pas de vrais Ivoiriens en raison de leurs origines familiales ou de leur nom à consonance étrangère. Cette stigmatisation a laissé des traces indélébiles, créant un sentiment d'injustice qui alimente encore aujourd'hui le soutien à Ouattara, perçu comme celui qui a restauré leur dignité. À l'inverse, certains sudistes nourrissent toujours l'impression d'avoir été dépossédés de leur pays par des forces extérieures, manipulés selon eux par des puissances étrangères qui auraient instrumentalisé la question nordiste pour installer un régime à leur botte. Ces narratifs concurrents, également convaincus de détenir la vérité historique, rendent pratiquement impossible l'émergence d'un récit national partagé qui permettrait de tourner définitivement la page.
L'inégalité économique croissante ajoute une dimension de classe aux clivages ethno-régionaux, créant une superposition explosive de frustration. Les nouveaux riches qui ont prospéré pendant les années Ouattara affichent ostensiblement leur réussite, construisant des villas somptueuses dans les quartiers résidentiels, roulant dans des voitures de luxe importées, fréquentant des établissements huppés inaccessibles au commun des mortels. Cette nouvelle bourgeoisie, souvent liée au pouvoir par des liens familiaux ou clientélistes, incarne aux yeux des exclus tout ce qui ne va pas dans le modèle de développement actuel. L'enrichissement rapide de quelques-uns, pendant que la majorité stagne ou s'appauvrit, génère une rancœur qui s'exprime dans les commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, dans les chansons populaires qui dénoncent l'injustice, dans les prêches enflammées de certains leaders religieux qui condamnent l'égoïsme des élites. Cette fracture entre ceux qui profitent de la croissance et ceux qui la subissent recoupe partiellement, mais pas totalement, les divisions ethno-régionales, créant un maillage complexe de tensions qui peut exploser à tout moment. Les jeunes urbains déscolarisés, cette masse flottante de débrouillards sans avenir stable, constituent un baril de poudre sociale dont l'explosion ne demande qu'une étincelle. Ils passent leurs journées à attendre des opportunités qui ne viennent jamais, à espérer un coup de chance qui changerait leur destin, à ruminer leur frustration face à un système qui semble les avoir condamnés d'avance. Leur colère sourde ne trouve pas toujours d'exutoire constructif, se transformant parfois en violence gratuite, en délinquance, en adhésion à des discours radicaux qui leur promettent une revanche sur une société qui les rejette. Les politiciens de tous bords savent manipuler cette masse disponible, la mobilisant pour des manifestations, des intimidations, parfois pire. Ces jeunes constituent une réserve de main-d'œuvre pour toutes les aventures politiques, prêts à descendre dans la rue pour quelques billets ou simplement pour le plaisir de casser, de se faire entendre, d'exister enfin aux yeux d'une société qui d'ordinaire les ignore. Cette instrumentalisation de la jeunesse désœuvrée représente un danger permanent pour la stabilité. Chaque élection, chaque moment de tension politique pouvant dégénérer en affrontements violents. La diaspora ivoirienne, dispersée aux quatre coins du monde, suit de loin les événements du pays avec un mélange de nostalgie et d'inquiétude. Ceux qui ont fui les crises successives conservent des liens émotionnels forts avec leur terre natale, même s'ils ont reconstruit leur vie ailleurs. Ils envoient de l'argent à leurs familles restées au pays, investissent, mais beaucoup observent avec amertume que le pays qu'ils ont quitté n'a pas fondamentalement changé, que les mêmes problèmes persistent sous des formes à peine différentes. Leur perception de la rivalité Gbagbo-Ouattara est souvent plus tranchée que celle des résidents, nourrie par l'information parcellaire qui leur parvient via les réseaux sociaux et les médias en ligne. Certains s'engagent activement dans le débat politique à distance, utilisant leur position à l'étranger pour mobiliser l'opinion internationale en faveur de leur camp. D'autres se désintéressent progressivement d'un pays dont ils ne reconnaissent plus les contours, se concentrant sur leur intégration dans leur nouveau pays de résidence. Le temps qui passe ne semble pas émousser l'intensité du débat autour des deux géants politiques qui dominent la scène ivoirienne depuis des décennies. Au contraire, la rivalité se fossilise, se transforme en mythologie nationale, structure les imaginaires politiques des nouvelles générations qui héritent d'un conflit qu'elles n'ont pas créé mais qu'elles perpétuent. Cette cristallisation autour de deux figures vieillissantes pose une question existentielle pour le pays. Comment construire l'avenir quand le présent reste obsédé par le passé? Comment imaginer de nouveaux horizons quand les débats politiques tournent inlassablement autour des mêmes noms, des mêmes accusations, des mêmes rancœurs? La Côte d'Ivoire semble prisonnière d'une boucle temporelle dont elle ne parvient pas à s'extraire, condamnée à rejouer indéfiniment les mêmes affrontements sous des formes à peine renouvelées. Les jeunes qui devraient incarner le changement se retrouvent enrôlés dans des batailles idéologiques héritées, reproduisant les clivages de leurs aînés au lieu de construire leur propre voie. Cette fixation sur le passé masque mal l'absence de vision réellement novatrice pour l'avenir du pays. Les programmes politiques, au-delà des discours de façade, se ressemblent étrangement, promettant tous plus ou moins les mêmes choses. Développement économique, emploi pour les jeunes, amélioration des services publics, lutte contre la corruption. Mais ces promesses sonnent creux tant elles ont été répétées sans être jamais vraiment tenues. L'électeur moyen a développé un cynisme protecteur face à ces engagements qu'il sait par expérience n'engager que ceux qui les écoutent. Ce qui différencie réellement les camps
ce n'est plus tellement les propositions concrètes que les symboles qu'il incarne, les émotions qu'il suscite, les mémoires qu'il convoque. La politique ivoirienne fonctionne davantage sur le mode de l'identification affective que sur celui du choix rationnel entre différents projets de société. On ne vote pas pour un programme, mais pour un homme, pour une histoire. Pour une revanche symbolique sur les humiliations passées ou pour la perpétuation d'un ordre qui nous a enfin donné notre place au soleil. Les intellectuels progressistes, ceux qui rêvent d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et tournée vers l'avenir, se désespèrent de cette polarisation stérile qui empoisonne le débat public. Ils appellent à dépasser les clivages ethniques, à construire une citoyenneté ivoirienne qui transcenderait les appartenances communautaires, à élaborer un projet national qui mobiliserait toutes les énergies vers des objectifs communs. Mais leur voix reste largement inaudible, dans un espace public saturé par les invectives, les accusations mutuelles, les théories du complot qui expliquent chaque événement par la malveillance du camp adverse. Ces intellectuels organisent des colloques, publient des tribunes, animent des émissions sur les radios indépendantes, mais leur influence reste limitée à un cercle restreint d'initiés. Le grand public, lui, continue de consommer la politique comme un spectacle où s'affrontent des héros et des traîtres, des martyrs et des bourreaux, sans nuance ni zone grise. Cette simplification binaire du réel facilite la mobilisation, mais empêche toute délibération sereine sur les choix collectifs. Les partis politiques, censés structurer l'offre politique et former les cadres de demain, fonctionnent davantage comme des machines clientélistes que comme des écoles de formation démocratique. Leur fonctionnement interne reste opaque, dominé par des barons locaux qui contrôlent des fiefs électoraux et négocient leur soutien contre des positions et des ressources. Les militants de base servent surtout de masse de manœuvre lors des campagnes, mobilisés pour les meetings et les manifestations, mais rarement associés aux décisions stratégiques. Cette verticalité du pouvoir au sein des formations politiques reproduit à échelle réduite les tares du système politique national, empêchant l'émergence de nouvelles élites capables de renouveler les approches. Les quelques voix dissidentes qui tentent de bousculer l'ordre établi au sein de leur parti se heurtent rapidement à la résistance des caciques qui veillent jalousement sur leurs prérogatives. Cette sclérose organisationnelle condamne les partis à être des coquilles vides, des étiquettes permettant de se présenter aux élections mais incapables de produire une véritable pensée politique autonome. La société civile ivoirienne, malgré son dynamisme et sa créativité, peine à se constituer en force politique capable de peser sur les orientations nationales. Les associations, les ONG, les mouvements citoyens multiplient les initiatives locales remarquables, palliant souvent les défaillances de l'État dans la fourniture de services de base. Mais ces actions restent dispersées, manquant de coordination et de vision d'ensemble. Chaque groupe défend sa cause spécifique, droits des femmes, environnement, sans parvenir à construire une plateforme commune qui pourrait constituer une alternative crédible aux partis traditionnels. De plus, la société civile reste largement dépendante des financements extérieurs, ce qui limite son autonomie et la rend vulnérable aux accusations d'être manipulée par des agendas étrangers. Cette fragilité structurelle empêche l'émergence d'un contre-pouvoir efficace capable de tenir la balance égale entre les différents camps politiques et de défendre l'intérêt général contre les appétits particuliers. Les médias, qui devraient jouer un rôle crucial dans l'information des citoyens, et les journaux, les radios, les chaînes de télévision se répartissent clairement selon leur appartenance idéologique, chacun présentant sa version des événements favorables à son camp. Cette presse partisane rend pratiquement impossible pour le citoyen ordinaire de se faire une opinion éclairée sur les enjeux réels du pays. Il se retrouve submergé par des flots d'informations contradictoires, d'accusations mutuelles, de fake news qui circulent sans vérification. Les quelques médias indépendants qui tentent de maintenir une ligne éditoriale objective sont marginalisés, accusés par les deux camps de faire le jeu de l'adversaire. Cette absence de quatrième pouvoir crédible laisse le champ libre à toutes les manipulations, empêchant l'émergence d'un débat public sain basé sur les faits plutôt que sur les passions. Les réseaux sociaux, qui auraient pu démocratiser l'accès à l'information et donner une voix aux sans-voix, sont devenus des chambres d'écho où chacun ne fait que confirmer ses propres préjugés. Les algorithmes enferment les utilisateurs dans des bulles informationnelles où ils ne sont exposés qu'à des contenus confortant leur vision du monde. Cette fragmentation de l'espace public virtuel reproduit et amplifie les divisions du monde réel,
transformant chaque débat en affrontement tribal, où l'objectif n'est plus de convaincre mais de détruire l'adversaire. Cette absence de quatrième pouvoir crédible laisse le champ libre à toutes les manipulations, empêchant l'émergence d'un débat public sain basé sur les faits plutôt que sur les passions. Les réseaux sociaux, qui auraient pu démocratiser l'accès à l'information et donner une voix aux sans-voix, sont devenus des chambres d'écho, où chacun ne fait que confirmer ses propres préjugés. Les algorithmes enferment les utilisateurs dans des bulles informationnelles où ils ne sont exposés qu'à des contenus confortant leur vision du monde. Cette fragmentation de l'espace public virtuel reproduit et amplifie les divisions du monde réel, transformant chaque débat en affrontement tribal où l'objectif n'est plus de convaincre mais de détruire l'adversaire. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi le peuple a choisi son camp avec le cœur et non la raison. Dites-moi en commentaire qui selon vous incarne vraiment la Côte d'Ivoire. Lâchez un like si cette analyse vous a ouvert les yeux et préparez-vous parce que la prochaine vidéo va révéler un secret encore plus explosif sur l'avenir politique du pays.